Corps d'élite de la garde rapprochée d'Hitler, impitoyables défenseurs de leur fureur, fidèles d'entre les fidèles du régime nazi, ils figurent aussi parmi les guerriers les plus redoutés de la Seconde Guerre mondiale. C'est son opiniâtreté sur le champ de bataille qui rendit célèbre la Waffen-SS. Pierre angulaire du système de défense des forces germaniques des fronts Est et Ouest, les hommes de cette unité de combat donnèrent bien souvent leur vie dans des batailles perdues d'avance. Leurs ennemis les respectaient pour leur courage à toute épreuve, mais craignaient leur cruauté. D'après les survivants de la Waffen-SS, ils n'étaient que des soldats faisant leur devoir. Des rumeurs font à croire que des crimes atroces ont été commis dans les camps de concentration sous l'égide des SS. Mais cela n'avait rien à voir avec les hommes de la Waffen-SS qui, eux, remplissaient leurs devoirs sur les champs de bataille. Les SS ont acquis leur sinistre notoriété à travers de nombreux crimes diaboliques. En réalité, les véritables responsables étaient la Gestapo, les gardiens des camps de concentration. Mais personne ne peut réfuter le fait que la Waffen-SS ne soit responsable de certaines atrocités commises au cours de cette guerre. La complète destruction du village français d'Oradour-sur-Glane et le massacre de ses 648 habitants en juin 1944 sont là pour en témoigner. Même si de nos jours, certains vétérans refusent de se rendre à l'évidence. Je faisais partie de la Waffen-SS durant le dernier conflit mondial et je n'ai jamais été témoin de crimes de guerre. Qui étaient ces hommes capables à la fois d'actes héroïques et barbares? Ce corps d'élite de la Seconde Guerre mondiale puise ses origines à la naissance du parti nazi en 1920. L'Allemagne payait le prix de sa défaite de 1918. La République de Weimar s'attaquait aux problèmes causés par le traité de paix draconien imposé par les forces alliées. Le paiement massif des dettes de guerre handicapait sévèrement le pays. Il en résulta une inflation galopante et un chômage endémique. Les heurts étaient fréquents entre les deux camps situés à l'extrémité de l'échiquier politique. D'un côté, les communistes, et de l'autre, Adolf Hitler et les nazis. Afin de protéger leurs orateurs au cours des rassemblements, les nazis créèrent en 1922 la section d'assaut, ou SA, très vite connue sous le nom des chemises brunes, couleur de leur uniforme. Ernst Röhm, chef de la SA, met sur pied en 1923 une unité spécialement destinée à la protection rapprochée d'Hitler. Ces membres reconnaissables au port de casquettes noires vont prendre leur indépendance vis-à-vis des chemises brunes et devenir la Schutzstaffel, ou SS, à l'uniforme totalement noir. Heinrich Himmler, compagnon de la première heure d'Hitler, s'empare du commandement des SS. Cette unité ne représentait pas encore grand-chose face aux 60 000 chemises brunes. Himmler insista sur les différences entre SS et SA. Pour lui, les chemises brunes étaient une force paramilitaire, tandis que les SS incarnaient l'élite du parti nazi. En prenant le contrôle des services de renseignement et des affaires raciales du parti nazi, Himmler augmenta considérablement le pouvoir des SS. En janvier 1933, Hitler accède à la charge de chancelier d'Allemagne. Le rôle des SS devient prépondérant. Ce sont les gardes du nouveau camp de concentration de Dachau, dans les faubourgs de Munich, qui sont choisis parmi leurs rangs. Ils acquièrent très vite la sinistre réputation d'être les principaux exterminateurs des Juifs. En 1936, les SS s'emparent du contrôle de la Gestapo, police secrète fondée en 1933 par Hermann Göring.
Dès cet instant, Himmler maîtrise tout l'appareil répressif du régime nazi. En plus, le nouveau Führer ordonne la formation d'une unité spéciale de SS, appelée la SS Leibstandarte Adolf Hitler. Les membres de cette garde rapprochée sont issus en majeure partie du corps des SS lui-même. La garde personnelle Hitler officiait à la chancellerie du Reich ainsi qu'à Berchtesgaden, le lieu de retraite favori du Führer dans les Alpes bavaroises. Sepp Dietrich fut affecté au commandement de la Leibstandarte. Ce sergent-major au franc-parler de la Première Guerre mondiale faisait partie du cercle intime du Führer. Dietrich exigeait que tous soient volontaires, âgés entre 23 et 35 ans, d'excellentes conditions physiques et mesurés au moins 1,80 m. Les postulants devaient aussi prouver qu'ils étaient de pure race aryenne, sans aucune trace de sang juif. Himmler avait l'intime conviction que le SS était l'élite du parti nazi. Les nouvelles recrues de la Waffen-SS furent endoctrinées de telle sorte qu'ils croyaient faire partie d'une race supérieure. La cruauté affichée sur le champ de bataille venait de cet endoctrinement. Ils étaient basés dans les casernes de Lichterfeld, à Berlin, caserne qui avait abrité l'école des élèves officiers du temps du Kaiser. Ils avaient aussi pour obligation de participer à de nombreuses compétitions sportives. La Leibstandarte s'enorgueillit de procéder à une sélection drastique suivie d'entraînements militaires de haut niveau. Très vite, tous ceux qui ne faisaient pas partie de cette élite étaient méprisés des SS. En dépit de l'expansion des SS, la SA demeura une unité majeure très importante. Ernst Röhm va même jusqu'à déclarer que Hitler donnerait sa prééminence aux chemises brunes pour la défense du Reich. Hitler décide que Röhm devient une menace. Au petit matin du 30 juin 1934, il s'envole pour Munich. Il est accompagné de Sepp Dietrich et d'une unité de sa garde rapprochée, triée sur le volet. Hitler en personne arrête Röhm et plusieurs de ses fidèles qui se trouvaient en Bavière. Parallèlement, Dietrich procède à d'autres arrestations à Munich. D'autres sont appréhendés à Berlin et ultérieurement, la Leibstandarte se chargera des exécutions. Comme l'expliquera plus tard le général SS Karl Wolff, ni l'amitié ni la loyauté n'entrèrent en ligne de compte. Nous étions très amis. Très souvent, nous dînions ensemble à Berlin. Parmi eux, le comte von Spretich, adjoint personnel de Röhm. Il approuva la prise de position de son supérieur, tout comme celle de Himmler. À Hitler furent ses derniers mots. Il fit le salut nazi et hurla à Hitler, j'aime l'Allemagne. La Leibstandarte marquait ainsi son total dévouement à Hitler. Sa récompense ne fut pas longue à venir. En effet, une fois les chemises brunes de Röhm décapitées, Hitler remercie les SS en leur accordant une importante expansion. La Leibstandarte de Sepp Dietrich devient un régiment à part entière. S'ensuit la formation de la SS Verfügungstruppe, ou SSVT. Ces troupes spécialement entraînées ont un statut différent des autres régiments SS. Les critères de sélection physique et raciaux restèrent identiques malgré l'expansion soudaine de la branche armée des SS. Les SSVT demeuraient l'élite des troupes hitlériennes convaincues de leur supériorité. Comme c'était à prévoir, cette suprématie entraîne l'hostilité de l'armée qui suspectait Hitler de vouloir créer un contre-pouvoir militaire.
La véritable intention de celui-ci, en cas de guerre, était d'intégrer les SS-VT dans l'armée. Et ce, en tant que division complète. L'armée résiste en refusant de fournir l'artillerie et autres supports logistiques nécessaires au bon fonctionnement d'une division. Les généraux arguaient du fait que les demandes d'Hitler concernant l'expansion rapide de son armée les empêchaient de se passer de ses ressources. L'armée néanmoins forma les SS-VT. Elle permit aussi le transfert de certains de ses officiers afin de tirer profit de l'efficacité sur le plan militaire de ces derniers. Le chevronné Paul Hausser devient responsable du corps des inspecteurs de la Waffen-SS. Félix Steiner, administrateur éducatif de l'armée, accepte lui un poste identique. Il s'était illustré lors de la Première Guerre mondiale et comprit que les Waffen-SS, par leur entraînement de haut niveau des troupes d'assaut, allaient jouer un rôle identique. Ces derniers avaient pour objectif de mener des attaques avec l'armée, pourvoyeuse de chair à canon. Le but était de former des hommes solides et impitoyables. Hausser et Steiner réussirent brillamment dans leur entreprise. Les événements sont là pour en témoigner. Le revers de la médaille fut que les hommes de la Waffen-SS n'avaient plus aucune considération pour la vie humaine, et ce, aussi bien vis-à-vis de leurs proches que de leurs ennemis. Les atrocités commencèrent, entachant la réputation de la Waffen-SS. En mars 1938, l'annexion de l'Autriche et à l'automne de la même année l'attaque des Sudètes en Tchécoslovaquie furent menées sous la conduite de différentes unités de SS-VT, et ce, en dépit des suspicions de l'armée. Le fiasco britannique et français lors du démembrement de la Tchécoslovaquie encourage Hitler à envahir la Pologne. Les SS-VT tiennent leur premier combat. C'est avec leur propre régiment d'infanterie motorisé que les SS-VT combattent en Pologne. La progression des troupes de Sepp Dietrich retient toute l'attention d'Hitler. Ce dernier va même jusqu'à noter Sepp sur la carte d'état-major lors des réunions quotidiennes à la chancellerie. Malgré la victoire éclair de l'Allemagne sur la Pologne, l'armée considère que le comportement des SS-VT laisse à désirer. En effet, leurs unités ne faisaient pas de quartier et avaient une fâcheuse tendance à incendier les villages sans se soucier des civils. Himmler défendit ces hommes en affirmant que leur conduite aurait été bien meilleure s'ils avaient combattu en une seule formation et non pas sous le commandement de vieux officiers supérieurs qui ne les connaissaient même pas. Hitler appuie le nouvel essor des SS-VT, mais insiste pour qu'ils demeurent sous le contrôle de l'armée. Le régiment de la Leibstandarte resta indépendant tandis que les autres étaient regroupés en une division séparée. Une seconde division, la Polizei-Division, fut créée avec des volontaires issus de la police et une troisième avec les unités gardiennes des camps de concentration. Cette dernière était connue sous le nom de SS Totenkopf ou division tête de mort. Theodor Eicke commandait le camp de Dachau. Il était réputé pour sa cruauté. En s'agrandissant, les SS-VT prennent une nouvelle appellation, la Waffen, ou armée SS, élément séparé des forces armées allemandes. Le 10 mai 1940, Hitler déclenche sa grande offensive vers l'ouest. La SS Leibstandarte et un second régiment SS deviennent le fer de lance de l'invasion de la Hollande. Parallèlement, des forces aéroportées sont envoyées au sol pour neutraliser les infrastructures hollandaises. En 5 jours de campagne, la Leibstandarte établit la jonction avec les forces aéroportées, malgré un grand nombre d'accrochages avec les troupes hollandaises.
Cependant, la blessure du général Kurt Student à Rotterdam, commandant les forces aéroportées, se révèle être un incident malheureux. Il suspecta un SS à la gâchette un peu facile de l'avoir blessé, malgré les dénégations énergiques de la Leibstandarte. C'est ainsi que la percée à travers les Ardennes, grâce au Panzer, et l'attaque sur les berges de la Meuse se déroulèrent sans la Waffen-SS. Cette éviction fut mal tolérée par la division Tête de Mort. Aussi, cette dernière fut appelée comme force de soutien de la 7e division Panzer, commandée par Erwin Rommel. Le 21 mai, les Anglais lancent une contre-attaque sur le flanc de la 7e division Panzer et SS Totenkopf. Ils réussissent momentanément à ébranler les Allemands, causant quelques paniques dans les rangs de la division Tête de Mort, avant que la grande offensive ne reprenne. Les troupes anglaises et françaises sont bloquées dans le port de Dunkerque. La SS Leibstandarte participe à la bataille visant à réduire le périmètre. Elle rencontre une forte résistance dans l'un des villages avoisinants. On tire sur la voiture de Dietrich, qui dut se réfugier dans un fossé sous le feu des balles ennemies. Ce n'est qu'à la nuit tombée que le village est totalement investi. Un bon nombre de soldats anglais sont faits prisonniers par la Leibstandarte, qui rassembla 90 d'entre eux dans une grange. Voilà ce que nous raconte l'un d'entre eux. Ils nous ont emmenés par groupe de 5. Je faisais partie du second groupe. Et il y en avait 2 autres derrière nous. Ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Moi, j'ai réussi à ramper derrière la grange. Voyant cela, les Boches sont arrivés et ils ont recommencé à tirer. Tous les hommes qui me suivaient me sont tombés dessus. Pour ma part, j'ai juste été touché au genou. Ceci est l'un des premiers exemples avec justification à l'appui qui a rendu la Waffen-SS si tristement célèbre. La division de Theodor Eicke se rend aussi coupable de massacres de prisonniers. Une centaine de soldats anglais sont assassinés dans le village appelé Le Paradis. Pour célébrer sa victoire sur le front de l'Ouest, Hitler prononce un discours triomphateur à l'Opéra de Berlin le 19 juillet. Discours au cours duquel il ne tarit pas d'éloges sur la Waffen-SS. Aucun doute sur les résultats, mais la soumission aveugle et les lavages de cerveau idéologiques faisaient des soldats de la Waffen-SS des hommes se souciant peu de leur propre vie et prêts à exterminer des prisonniers. Après la campagne du front de l'Ouest, Himmler confère de nouveaux pouvoirs à la Waffen-SS. Mais l'armée est inquiète qu'on lui ravisse des recrues. C'est pour cette raison qu'Hitler ne permet qu'une faible progression, mais significative. Une nouvelle division, la SS Viking, est formée de ressortissants des pays occupés par les Allemands. Des cousins germains, comme Himmler avait coutume de dire. Un bon nombre d'extrémistes de droite, danois, suédois, flamands, hollandais et norvégiens, rejoignent la SS Viking. L'un d'entre eux nous explique la raison de son choix. J'ai choisi de me battre volontairement dans les rangs de la Waffen-SS sur le front de l'Est pour défendre l'idée d'une Europe unie. Et je tiens à souligner que seuls les Allemands nous donnaient la possibilité de vaincre les communistes. Nous ne pouvions pas le faire seuls, mais par contre, avec les Allemands, cela était possible. En avril 1941, la division SS Das Reich et la Leibstandarte envahissent la Yougoslavie et la Grèce. Au cours de cette campagne, ces 2 unités se distinguèrent dans une de ces actions caractéristiques, mettant en valeur l'esprit combatif de la Waffen-SS et sa volonté de se prouver qu'elle était meilleure que l'armée. Commandant une compagnie, Klingenberg emmène ses hommes au pas de charge vers Belgrade, capitale de la Yougoslavie, afin d'y devancer le Großdeutschland régiment.
Bien que gêné par les pluies de printemps qui avaient transformé les routes en véritables bourbiers, son unité rejoint à la première les rives du Danube. Mais impossible de le traverser, tous les ponts ont été détruits. À la tête de 10 volontaires, Klingenberg traverse le fleuve à l'aide d'une simple barque abandonnée. Il se dirige vers l'ambassade d'Allemagne, assiégée par une foule en colère. Klingenberg téléphone de l'ambassade au maire de Belgrade. Il le menace de faire pilonner la ville par l'aviation allemande jusqu'à sa reddition. Le commando n'avait pas de radio. Le maire l'ignorait, il tomba dans le piège et capitula. Pour son exploit, Klingenberg reçoit la croix de chevalier. Il continue de combattre au sein de la Waffen-SS et meurt en avril 1945, quelques jours avant la capitulation de l'Allemagne. Sepp Dietrich, lui, prit l'ascendant sur l'armée grecque en prenant Athènes. Une fois encore, un des soldats favoris d'Hitler s'avéra être un héros, et la Waffen-SS vit croître sa réputation pour son allant et son agressivité. La campagne des Balkans semblait être une promenade de santé comparée à la tempête qu'Hitler s'apprêtait à déclencher. Le 22 juin 1941, il lance l'opération Barbarossa. L'invasion de l'URSS commence. La Leibstandart devient une division à part entière avec toutes ses prérogatives. Avec 10 autres divisions de la Waffen-SS, elle prend part à l'assaut final. Nous assistons à la mise en œuvre de toute l'idéologie nazie. Les hommes de la Waffen-SS considéraient les Russes comme des sous-hommes, persuadés de prendre part à une croisade pour sauver la civilisation occidentale. Une idée qui galvanise la Waffen-SS. Elle était prête à tout pour parvenir à la victoire. Les généraux de l'armée allemande se mettent à reconnaître les qualités guerrières des SS dans une guerre qui nécessite plus de sauvagerie que de savoir-faire technique. La réputation de la Waffen-SS est ainsi liée à celle des autres unités SS, et tout particulièrement aux Einsatzgruppen, ou groupes d'extermination qui massacrèrent des milliers de juifs soviétiques. Beaucoup de volontaires venant des territoires occupés de l'Europe de l'Est ou de l'Ouest s'enrôlent dans la Waffen-SS avec l'idée de partir en croisade contre le communisme. On les connaît improprement sous le nom de Légion étrangère SS. On les disait parmi les soldats les plus impitoyables de la Waffen-SS. Le cas le plus typique est celui de Grelle, responsable avant la guerre du parti rexiste, parti d'extrême droite belge. Il soulève une légion wallonne et l'affilie à la Waffen-SS. Quant aux Flamands, ils seront versés dans la Légion viking. De Grelle emmène sa légion combattre en Russie. Hitler le décore personnellement de la croix de chevalier et lui dit une phrase qui reste célèbre. « Si j'avais un fils, j'aimerais qu'il vous ressemble. » Lors des sinistres batailles de l'hiver 1941-1942, la Waffen-SS prouve son aptitude à continuer le combat, quoi qu'il arrive. Au printemps 1942, les 3 divisions, Leibstandart, Totenkopf et Das Reich, étaient retirées du front ouest. Une fois équipées de tanks, elles s'appelèrent les Panzer SS Grenadiers. Himmler veilla à ce que ces divisions reçoivent les meilleurs des équipements et en plus grand nombre que les autres divisions de l'armée. Au début 1943, commandé par Paul Hausser, le corps blindé des Panzer SS retourne en Russie et reprend Kharkov au cours d'une bataille mémorable. Sepp Dietrich s'y distingue tout particulièrement. Il reçoit les épées de sa croix de chevalier des mains d'Hitler, ainsi qu'1 million de marques de récompense. Réputée pour son acharnement dans les combats qu'elle mène toujours avec vaillance, la Waffen-SS devient une force armée redoutable. Les commandants de l'armée l'emploient comme brigade de choc. Ils envoient ces divisions aux endroits cruciaux du champ de bataille, sachant très bien dans leur fort intérieur qu'elles feront pencher la balance.
Bien que l'obéissance restât la clé de voûte de la Waffen-SS, les relations entre les hommes et les officiers sont moins protocolaires que dans l'armée, plus sincères et basées sur le respect mutuel. La nature impitoyable qui caractérisait les troupes d'Hitler s'amplifiait à vue d'œil. Elles ne firent pas de quartier dans les batailles acharnées du front de l'Est. En retour, les SS ne s'attendaient pas à beaucoup de clémence de la part des Russes s'ils étaient faits prisonniers. Ne jamais se rendre fut leur devise et le carnage continua. Il n'y a aucune unité SS dans l'armée allemande lorsque cette dernière est encerclée et capitule devant Stalingrad au début de 1943. La perte de cette bataille est cruciale. Elle confirme enfin le retournement de situation sur le front de l'Est. En juillet 1943, pour prendre en tenaille la ville de Kursk, les Allemands lancent une grande offensive. La Waffen-SS est restructurée en 4 corps d'armée, environ 12 divisions. Presque toutes participent à la plus grande et la plus âpre bataille de tanks de l'histoire. Après des semaines de combats intenses, l'armée rouge, tel un rouleau compresseur, commence la libération de la Russie. Les troupes germaniques sont sur la défensive. À nouveau, les divisions SS font office de pierre angulaire de la défense allemande. De nombreuses fois, elles contre-attaquent pour échapper aux encerclements des Russes qui foncent toujours plus loin vers l'ouest. Hitler est de plus en plus conscient de la menace croissante des Alliés sur le front de l'ouest. L'Italie est envahie et les forces anglo-américaines s'organisent en Grande-Bretagne. En France, un débarquement allié était inévitable. Des nouveaux défis attendaient la Waffen-SS. Au printemps 1944, les forces allemandes stationnées en France et aux Pays-Bas se préparent à une offensive anglo-américaine. À l'arrière des batteries côtières et des barrages érigés sur les plages, 11 divisions de panzers grenadiers sont en appui du fameux mur de l'Atlantique érigé par Hitler. Quatre d'entre elles étaient des divisions de la Waffen-SS. La division Das Reich se trouve dans le sud de la France. La 17e division des Panzers grenadiers SS dans la vallée de la Loire. Après une dure bataille, la Leibstandarte restaure son équipement en Belgique. La 12e division SS Panzer Division Hitler-Jugend est cantonnée à l'ouest de Paris. Comme son nom l'indique, cette division comprend des jeunes gens âgés de 17 à 18 ans, issus des jeunesses hitlériennes, endurcis par des officiers et sous-officiers expérimentés. Ces jeunes garçons avaient été élevés selon les règles nazies, endoctrinés depuis leur plus jeune âge dans l'idéologie consistant à considérer la guerre comme la plus noble activité de l'homme. Ils sont parmi les plus fanatiques des soldats hitlériens. Le premier corps de SS Panzer de Sepp Dietrich commande 3 des 4 divisions. Seule une division de Panzer est cantonnée tout près des plages quand, le 6 juin, le jour J, les Alliés débarquent en Normandie. Ces unités sont trop dispersées pour contrecarrer les premiers assauts des troupes ennemies. Seul Hitler pouvait donner aux divisions Panzer l'autorisation de manœuvrer. Cette nuit-là, Hitler s'endort très tard et personne n'ose le réveiller. Ce n'est qu'en début d'après-midi que la Hitler-Jugend reçoit l'ordre de se déployer. Ces troupes entrent en action le soir du jour J+1.
Au lieu de contre-attaquer pour rejeter à la mer les Alliés, les jeunesses hitlériennes se retrouvent acculées en défense. Le 13 juin, les Anglais font une percée dans les lignes allemandes aux alentours du village de Villers-Bocage. Déjà décoré de la croix de chevalier pour sa campagne en Russie, le lieutenant SS Michael Wittmann accomplit un exploit devenu un modèle du genre dans la Waffen-SS. Il supervisait l'entretien de ses 5 chars Tigre dans un bois lorsqu'il avisa une colonne de véhicules britanniques circulant sur la route qui serpente le long de la colline de Villers-Bocage. Voyant qu'il venait de s'arrêter, il saute dans son tank, le met en position et fait feu sur la colonne. En quelques minutes, 25 véhicules britanniques sont hors d'usage. Il fonce dans le village. Un tank anglais de type Cromwell est en embuscade et lui tire dessus pratiquement à bout portant. Par miracle, seul le Tigre est mis hors d'usage. Wittmann et son équipage réussissent à s'enfuir. Cet exploit individuel oblige les Anglais à s'arrêter. Parallèlement, les jeunesses hitlériennes s'impliquent dans une opiniâtre défense de la ville de Caen. À de nombreuses reprises, ils contrent les percées des Britanniques et des Canadiens. Fritz Witt, leur fougueux commandant, est tué dès le début de la bataille. Kurt Meyer le remplace. Membre fondateur de la Leibstandart, on le surnomme Panzer Meyer grâce à ses exploits en Grèce et en Russie. En dépit de leur force décroissante, Meyer et ses jeunes soldats continuent le combat et s'attirent un grand respect autant de la part de leurs partisans que de leurs ennemis. Les divisions de la Waffen-SS combattent courageusement en Normandie. Tout comme en Russie, elles firent étalage de leur barbarie. Au moins à 2 occasions, ils tuèrent de sang-froid des soldats canadiens. La SS Das Reich Panzer Division perpétra l'une des pires atrocités de cette campagne au cours de sa remontée du sud de la France vers la Normandie. Le réseau ferroviaire était détruit par les Alliés, obligation leur était faite de voyager par la route. Les résistants français harcelaient sans cesse les Allemands. Ils font sauter des ponts et tentent des embuscades. La division Das Reich assouvit sa terrible vengeance dans le village d'Oradour-sur-Glane. Les troupes de la Waffen-SS rassemblèrent les villageois et incendièrent leurs maisons. Ensuite, ils les réunirent dans l'église et les firent brûler vifs. Au total, 648 civils français massacrés de façon atroce. Pour beaucoup, le massacre d'Oradour-sur-Glane contribua à dénoncer les déclarations d'après-guerre visant à faire passer les hommes de la Waffen-SS comme des soldats ordinaires, nullement impliqués dans ces atrocités. Les ruines lugubres de ce village français prouvent encore le contraire. Sous l'implacable pression des Alliés, les Allemands se résignent enfin malgré l'arrivée en Normandie d'un corps supplémentaire de SS Panzer. Leur armée se replie en ordre dispersé en direction de l'Est à travers la France. Dans le même temps, la Waffen-SS perd un grand nombre de ses commandants. Panzer Meyer est grièvement blessé et fait prisonnier. Michael Wittmann, le héros du village de Villers-Bocage, est tué.
La retraite des Allemands n'est pas à proprement parler une débâcle. Les Alliés doivent impérativement ravitailler leurs lignes. En effet, à la fin de la première semaine de septembre, leur progression est pratiquement stoppée. Les divisions de la Waffen-SS se retirent du front pour réparer les dégâts. La 9e et la 10e division SS Panzer se retrouvent ainsi dans la région de Arnhem, en Hollande. Pour les Alliés, ceci prouve l'ampleur du désastre. Le 17 septembre 1944, ils lancent une grande opération aéroportée pour prendre de court les Allemands dans ce qui reste leur dernier bastion naturel, le Rhin. Ils s'emparent des ponts enjambant les voies navigables hollandaises. Des parachutistes anglais et polonais sautent sur Arnhem. Les troupes de la Waffen-SS ripostent rapidement. Elles resserrent leur emprise sur les troupes aéroportées pendant une longue semaine de durs combats. Elles vont même jusqu'à les forcer à se rendre. Mais en même temps, Hitler prépare son va-tout contre les forces alliées sur le front ouest. Cela consistait en une contre-offensive massive à travers les Ardennes belges. Cette opération avait pour but de créer une scission entre les Anglais et les Américains. Deux armées composées essentiellement de divisions de la Waffen-SS allaient être les fers de lance de cette attaque. Sepp Dietrich commandait l'une d'entre elles. La bataille commence le 16 décembre 1944. De petits groupes de l'armée de Dietrich s'immiscent dans les lignes de défense des Américains et provoquent panique et confusion. Les Ardennes, outre le fait qu'elles soient très boisées et vallonnées, s'avèrent beaucoup plus difficiles à traverser en ce mois de décembre 44 qu'en mai 40. Quelques jours après le début des engagements, le ciel se dégage. La puissance aérienne des Alliés commence à faire des ravages. Face à des difficultés de plus en plus croissantes, l'avance allemande ralentit, et les uns après les autres, les groupes de Dietrich sont contraints à l'arrêt. À nouveau réapparaît la face hideuse de la Waffen-SS. Le jeune officier, Joachim Peiper, laisse une traînée de massacres dans son sillage. Il commandait un des groupes de bataille les plus avancés vers l'ouest. Les hommes de Peiper exterminèrent des civils belges. Près du village de Malmedy, ils tendent une embuscade à un bataillon d'artillerie américain qui pensait se trouver en territoire ami. Sans pitié, ils tirent sur les véhicules de tête et de queue afin de piéger le reste du convoi. Au dire de ces hommes, peu d'entre eux échappent au carnage. La plupart de ces Américains sont emmenés au pas dans un champ et tués de sang-froid. Ce genre d'atrocité revint souvent hanter la Waffen-SS. Malgré tous leurs actes barbares, les armées d'Hitler battent en retraite à la fin de décembre. Son dernier va-tout sur le front ouest a échoué. Une fois encore, Hitler doit se retrouver sur le front de l'Est, où l'armée rouge se tient prête à pénétrer sur le sol allemand. Il va se jouer le dernier acte du drame entre la Waffen-SS et le régime qu'ils avaient si loyalement servi. Début 1945, l'armée rouge est prête pour l'assaut qui va la conduire au cœur du Reich nazi. Hitler ordonne à Sepp Dietrich de mener une offensive en Hongrie afin de reprendre possession des champs de pétrole près du lac Balaton. L'armée de Dietrich est rebaptisée la 6e SS Panzer. Enfin, Himmler réalisait son ambition. La Waffen-SS combat sous son propre commandement. Début mars 1945, la dernière campagne allemande sur le front de l'Est commence.
y prennent part la SS Panzer de Dietrich et la 6e armée allemande. Ils luttent à l'avant dans la neige et dans la boue contre une résistance russe qui ne cesse d'augmenter. En moins d'une semaine, l'attaque est stoppée. Hitler est tellement en colère de voir son armée déshonorée qu'il ordonne aux SS d'enlever tout signe distinctif divisionnaire et autres rubans. Mais loyaux à leur devise « Mon honneur et ma fidélité », les divisions de la Waffen-SS continuèrent à se battre bien que les Russes et les Alliés soient sur le point d'anéantir le Troisième Reich. La vérité sur les atrocités commises par les SS commençait à être révélée, et ce aussi bien sur les fronts de l'Est que de l'Ouest. L'occupation des camps d'extermination renforça cette vérité. Les troupes alliées horrifiées essayèrent de distinguer les responsabilités de ceux qui portaient l'insigne SS. À l'Ouest, les Alliés se heurtent à de petites poches de résistants SS fanatiques. Mais cela ne peut changer en rien le cours des événements. À l'Est, les survivants de la 6e armée SS Panzer ne peuvent empêcher l'entrée des Russes dans Vienne. Il ne reste plus que Berlin. Le 16 avril, des troupes russes assaillent la capitale allemande. La ville tombe après moins d'une semaine de combat. Parmi les troupes défendant Berlin, on trouve des Français et des Lettons. Hitler espère toujours que ses Waffen-SS pourront faire un miracle et le sauver. Il faut dire que le Führer sombrait de plus en plus dans la démence. Le 2 mai, la garnison allemande se rend. 2 jours après, Hitler se suicide. Les survivants de l'armée SS choisissent de se soumettre aux Alliés plutôt qu'aux Russes, parce qu'ils savaient bien que ces derniers ne feraient pas de quartier. De nombreuses divisions SS arborent le drapeau blanc en signe de reddition. Tous les SS sont rassemblés et subissent un interrogatoire particulier. L'éventail des crimes contre l'humanité commis par l'ensemble du corps des SS, tout comme les crimes de guerre perpétrés par les unités de la Waffen-SS, étaient fort nombreux. Beaucoup essaient de se camoufler, mais leurs nombreux tatouages SS sur le bras ne peuvent que les trahir. Certains membres de la Waffen-SS finissent par être jugés et vont payer pour leurs crimes. Parmi ceux tombés aux mains des Russes, peu regagnent l'Allemagne. Le procès le plus notoire de la Waffen-SS est celui qui jugea les hommes responsables du massacre de Malmedy. Presque toute la chaîne de commandement de la Waffen-SS est traduite en justice et la majorité déclarée coupable. Sepp Dietrich, qui avait eu sous ses ordres le commandant Peiper, est le premier à être condamné. Comme l'ensemble des votes l'indiquent, vous êtes condamné à la prison à vie. Votre peine prend effet immédiatement en un lieu désigné par les autorités militaires compétentes. Joachim Peiper, responsable du groupe qui avait commis le massacre, est l'un des 6 hommes condamnés à mort. Finalement, les sentences de mort seront commuées. Dietrich lui-même libéré sur parole en 1955. Mais la justice n'en avait pas encore fini avec lui. 2 ans après, il est traduit en justice devant une cour de l'Allemagne de l'Ouest pour sa participation à la nuit des longs couteaux en 1934. Il est condamné à une peine de prison plus lourde, mais relâché 15 mois après pour raison de santé. Pour lui et pour bon nombre de ceux qui avaient combattu sous ses ordres, on dissimule la cruelle réalité des crimes commis. Nous avons passé tout notre temps sur le front. Nous étions des troupes de combattants. On ne savait pas ce qui se passait derrière les lignes. Nous étions des soldats, juste de simples soldats. Contre toute attente, le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest est de cet avis. Tout comme aux autres soldats, il accorde en 1950 des pensions de guerre aux vétérans SS pour service rendu à la patrie. Les autorités aident également ceux qui ont combattu dans la Waffen-SS à former leur propre association, la IAG, qui se perpétue de nos jours.
Ceci contraste vivement avec le sort réservé à des hommes tels que Léon de Grelle, qui avait combattu aux côtés de la Waffen-SS. Considéré comme traître, jamais il ne put retourner en Belgique. Il passa le reste de sa vie en Espagne. Celui qui personnifiait les soldats politiques d'Hitler, Sepp Dietrich, mourut dans son lit en avril 1966. Il fut enterré avec les honneurs de rigueur qui conviennent à un soldat qui servit sa patrie avec honneur et mérite. Dietrich et ses camarades de la Waffen-SS firent tout pour reconquérir leur réputation. Ils gagnèrent le respect de leurs ennemis et l'admiration de leurs concitoyens grâce à leur farouche détermination à mener des combats, même désespérés. Ils étaient de véritables guerriers. Mais intoxiqués par l'idéologie, ils devinrent les serviteurs dévoués d'un régime diabolique. Leur réputation de valeureux soldats fut à jamais souillée par les atrocités qu'ils commirent en son nom.